Voilà, c'était Nos vies discount, l'excellent documentaire de Frédéric Brinquel, un film qui va nous amener maintenant à débattre de ce qu'on appelle le discount alimentaire. On a vu dans le film comment dans ces hypermarchés low cost, les salariés étaient exploités. Nous, on a choisi pour ce débat de se placer cette fois du côté des consommateurs de cette alimentation hard discount. On parle de plus en plus en France, vous le savez sans doute, d'une nouvelle fracture sociale liée à l'alimentation. Certains parlent de fracture alimentaire qui serait lourde d'impact sur notre santé, sur la santé publique. On va en parler avec trois grands spécialistes de ces sujets et notamment vous, Jean-Michel Cohen, vous êtes nutritionniste, on vous a souvent reçu dans cette émission. On est également en compagnie de Véronique Bellemin. Vous, c'est la première fois que vous venez ici. Vous êtes vice-présidente du Conseil national de l'alimentation, une instance consultative interministérielle qui rassemble tous les acteurs de la chaîne alimentaire et notamment les consommateurs. Et puis Jean-Louis Roumégas, député Europe Écologie Les Verts, en clair député écolo. Et quand je vous ai eu au téléphone pour préparer cette émission, vous m'avez expliqué que vous définissiez vous-même comme un, je cite, pourfendeur du discount. Très intéressant. Du low cost. Mais vous m'avez dit discount, je vous assure, j'ai la bonne mémoire. On en parle dans quelques secondes. Je voudrais qu'on parle tout d'abord avec vous, Jean-Michel Cohen. Je me souviens de ce livre que vous aviez publié en 2006, Savoir manger, où précisément vous aviez testé ces produits alimentaires distribués dans les réseaux hard discount. Vous étiez à l'époque très critique sur la qualité de ces produits. Racontez-nous. C'était une époque où, quand on regardait les différents produits, on avait le sentiment que le produit de marque utilisait des ingrédients relativement nobles, alors que les produits soit hard discount, soit premier prix, utilisaient des ingrédients nobles pour recomposer un produit dont l'appellation était exactement la même que celui du produit original, mais dont la composition ne lui ressemblait plus. Et on avait identifié particulièrement à l'époque deux sujets. L'utilisation intensive des sirops de glucose-fructose, qui avait une mauvaise réputation dans l'évolution de la santé des individus. Et le deuxième sujet, c'était l'invasion de l'huile de palme dans la quasi-totalité des produits, dans les biscuits, dans les plats préparés, qui nous semblait être très incarnant du fait qu'il y avait une nourriture à trois vitesses, la nourriture conventionnelle, c'est-à-dire du produit de marque qui bien sûr fait beaucoup de pubs, etc. La nourriture du distributeur qui était un peu en dessous et la nourriture du premier prix qui vendait certes moins cher, mais pour vous donner un exemple, on trouvait par exemple dans 100 grammes de jambon, dans le premier prix 80 grammes de jambon et dans le prix conventionnel 100 grammes de jambon. Ce qui voulait dire que en fait l'économie réalisée elle était moins au niveau financier qu'au niveau qualité alimentaire et quantité du produit acheté. Vous parlez au passé, ça a changé ? Alors, je trouve, pour avoir refait beaucoup de reportages là-dessus, je trouve qu'il y a eu une amélioration, mais cette amélioration, elle est le fait du consommateur. C'est-à-dire que le consommateur... Il est devenu plus exigeant. Il est devenu exigeant, il a commencé à lire les étiquettes, il a commencé à se rendre compte que quand on vendait un croque-burger avec 30% de protéines de soja à l'intérieur et 70% de viande, c'était pas la même chose qu'un beefsteak haché. Il s'est rendu compte que l'huile de palme, il y en avait vraiment partout, il a stigmatisé l'huile de palme. Et il n'y en a pas que dans le Nutella de Ségolène Royal. Non, absolument. Et la réaction du distributeur ou du fabricant, c'était de se dire mon produit est en train de dépérir à cause justement de l'information que le consommateur connaît désormais. Et donc ils ont corrigé les choses. C'est pour ça que très récemment, j'ai été faire des courses pour faire des reportages. J'ai trouvé que les poissons panés maintenant étaient à 80% de colin d'Alaska, alors qu'avant c'était de la chair de poisson, je ne savais même pas si c'était de la murène, de la chimère ou un poisson de mer profonde. J'ai trouvé que... alors il reste encore le problème des additifs et des conservateurs, sur lequel je peux revenir en vous disant que dans les plats hard discount, il y en avait des tonnes, les étiquettes faisaient 12 lignes, alors qu'on sait tous pertinemment qu'il existe des techniques et des technologies pour éviter ces produits. Simplement, c'est de la main-d'œuvre supplémentaire, c'est un peu de prix plus cher, mais ça sécuriserait plus les produits. Donc ça s'améliore quand même vaguement, c'est ce que vous nous dites pour démarrer ce débat. Véronique Bellemin, au CNA, vous aussi évidemment, vous vous êtes penchée sur cette question de l'alimentation hard discount. Et en 2010, le CNA, à la suite d'une grande enquête, en a conclu que le hard discount n'était pas moins bon que les marques. Est-ce que vous pouvez revenir sur les conclusions de cette enquête ? Cette enquête avait été faite en regardant la composition de toute une gamme de produits. Et effectivement, le positionnement n'était pas aussi caricatural que ce que l'on pouvait penser. Des produits de marque se trouvaient globalement de qualité moins bonne que certains produits hard discount qui, eux-mêmes, se positionnaient plutôt bien dans leur gamme de produits. Sans doute parce que issus de chaînes de fabrication. Vous savez qu'avec une même chaîne de fabrication, on peut faire différents produits de marque et qu'il y a sans doute un certain nombre de ces produits qui sont issus de même chaîne de fabrication et qui ont une composition assez proche de produits de marque. Mais effectivement,
pour arriver à caractériser cela, il faut savoir rentrer dans la composition du produit, ce qui n'est pas une expertise non plus qui est forcément développée chez tous les consommateurs. Je vais vous poser une question assez simple qui, je crois, parlera à tout le monde. Si demain je vais chez Aldi ou chez Lidl, est-ce que je peux concevoir pour mes enfants un repas sain, équilibré, qui comptera les 5 fruits et légumes par jour dont on me dit qu'ils sont nécessaires à ma bonne santé? Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est possible, Jean-Louis Roumégas? Avant de répondre à votre question, si vous permettez, je trouve que la question du discount n'est pas limitée aux hard discounters. En fait, le phénomène du low cost, parce qu'on peut l'appeler comme ça aussi, a diffusé l'ensemble de la grande distribution. Et les damnés du low cost, du titre d'un film là, à propos des victimes du Rana Plaza, c'était dans le textile. Mais les damnés du low cost, ça existe aussi dans l'alimentaire, évidemment. Et ce sont bien sûr les salariés, comme on voit dans le documentaire, mais ce sont aussi les consommateurs, et ce sont les producteurs. Parce que le low cost, c'est un système économique qui détruit les emplois, les revenus des agriculteurs, qui tue la qualité, qui produit des délocalisations et qui fait des pertes d'emplois. Donc rien ne peut sortir de bon non, c'est un système économique qui tire tout vers le bas et qui tire tout vers le bas, non pas pour donner à manger aux pauvres, comme c'est bien dénoncé, ça, c'est le message, en tout cas, mais plutôt pour augmenter les marges des investisseurs. On le voit, le hard discount, c'est 2 fois plus de bénéfices que la distribution moyenne, normale. Donc il faut bien voir que c'est un système qui nous tire vers le bas, et c'est pour ça que je me définis effectivement comme un pourfendeur du low cost en général et pas seulement des hard discounters. Alors, le docteur Cohen-Appert, totalement d'accord avec vous. Et puis, c'est peut-être vous qui allez répondre à ma question sur est-ce qu'aujourd'hui, si je vais chez Lidl, je peux concevoir un menu qui respecte toutes les règles de ce qu'est un repas qui fait du bien à la santé? Il y a 2 niveaux de réponse. Sur le premier niveau, moi, je serais assez d'accord avec lui. Je l'annonçais déjà en 2006 et en 2008 en disant que finalement, le low cost, dans l'incitation qu'il donnait aux consommateurs de s'imaginer que le produit était le même à moins cher, il diminuait progressivement la qualité de la nourriture. Et ce qui s'est passé, c'est que vous aviez raison. C'est-à-dire que les grandes marques qui étaient en compétition avec ces marques, qu'est-ce qu'elles ont été tentées de faire? C'est d'abaisser elles-mêmes le niveau de qualité de leur nourriture pour essayer de rejoindre le prix de l'autre. Le deuxième niveau, c'est oui, bien sûr, je peux m'alimenter correctement en allant dans le hard discount. C'est simplement moi qui vais faire une sélection des produits. Si j'achète du produit de base, du riz qui est moins cher, le riz, alors après peut se poser la problématique, ça M. Roumégas le connaît sûrement mieux que moi, de savoir d'où vient le riz, comment il a été traité, etc. Mais si j'achète du riz, des tomates, du camembert et de la viande, je vais trouver à peu près les mêmes produits. Là où on a un problème avec les aliments pas chers, c'est quand on a affaire à des aliments transformés, parce que quand les aliments sont transformés, ils nécessitent une chaîne d'industrialisation qui est beaucoup plus complexe, avec des mélanges d'ingrédients qui sont beaucoup plus complexes. Et là, effectivement, quand j'achète un feuilleté au fromage d'un hard discounter, il aura moins de fromage probablement que celui que j'achète de la marque référente. Voilà, mais je peux à peu près, il ne faut pas dramatiser la situation. En France, la plupart des gens peuvent s'alimenter extrêmement correctement. Il y a simplement des niveaux de qualité. Dans la qualité, il y a des niveaux de qualité un peu différents. Vous seriez d'accord aussi, Véronique Bellemin, pour dire qu'il n'y a pas en France des magasins où l'on peut correctement s'alimenter? Là encore, je prends le critère qualitatif de la santé. D'autres où c'est impossible? Tout à fait. C'est pas ça le problème, c'est pas ça la question. Parce que, comme le disait le docteur Cohen, la fracture va être sur est-ce que je cuisine ou est-ce que je ne cuisine pas. Si je prends des aliments, des fruits et des légumes, les fruits et légumes sont en vente dans tous les magasins. Oui, mais on peut vous dire qu'il y a la question du bio quand même, qui est fondamentale. Est-ce que je mange des tomates avec des pesticides ou des tomates sans pesticides? Tous les aliments qui sont commercialisés en France répondent à des critères de salubrité et sont bon pour la santé. Le bio est un autre débat. On peut envisager la valeur santé de l'alimentation bio est documentée par un certain nombre d'études, discutée par d'autres. Donc c'est encore qu'un sujet qui est en débat, qui est en construction. Mais c'est pas ça. Toutes les études sur les fruits et légumes sont faites avec des fruits et des légumes issus de modes de production conventionnels. Dans les études santé, sur la valeur santé des fruits et des légumes, la valeur bio ou non n'intervient pas. Et de toute façon, manger des fruits et des légumes, c'est bon, quelle que soit la source de fruits et de légumes. Si on peut rentrer dans le détail. Alors, on va laisser finir Véronique Bellemin, puis je vous donne la parole juste après. L'important, pour moi, c'est vraiment savoir cuisiner, savoir composer son repas, avoir envie et avoir dans sa culture gastronomique, dans sa culture alimentaire, l'envie d'une certaine forme d'alimentation. Et là, on arrive à une autre question qui n'est pas ce qui se trouve disponible en magasin, mais ce que je vais acheter en magasin. Ce que je vais choisir et ce que je vais en faire. C'est central, évidemment, on va en parler dans quelques secondes. Restons sur ce que vous venez de dire, la première partie de votre intervention. Vous vouliez réagir? Oui, non, moi je veux dire pourquoi
majoritairement, c'est très difficile de bien manger quand on est prisonnier de ce système du low cost ou du discount. D'abord, il y a la question de la traçabilité. Vous avez vu l'affaire de la viande de cheval, mais c'est vrai en général, la traçabilité ne peut pas être assurée par le système low cost, parce que la traçabilité, elle a un coût, tout simplement, elle fait monter les prix. Deuxièmement, la question de la santé-environnement, les additifs alimentaires, les conservateurs. Quand vous voulez garder sur des rayonnages des produits pendant des mois, évidemment, vous mettez beaucoup plus de conservateurs. Vous utilisez de l'huile de palme parce que les matières grasses nobles se conservent moins bien et sont plus chères, etc. Et donc, pour la santé-environnement, vous avez plus de conservateurs, plus d'additifs, plus de pesticides, parce qu'évidemment, vous n'allez pas acheter aux producteurs, aux petits producteurs bio, vous allez acheter à l'agriculture intensive. Est-ce qu'on peut poser là, comme ça, ce soir, dans ce débat, que par définition, bio et discount, ça ne va pas ensemble? Ça va absolument pas ensemble. Ou est-ce que ça pourrait un jour aller ensemble? Non, qualité et discount, ça ne va pas ensemble. Le bio, c'est une qualité. Il y a d'autres qualités. Mais qualité et discount, ça ne va pas ensemble. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas à la fois tirer les prix et en même temps augmenter la qualité. Et puis surtout, c'est le système. Le discount va acheter en masse. Il va délocaliser ses fournitures. Il va acheter en masse le moins cher possible. Et donc, évidemment, vous tuez la traçabilité, vous tuez la qualité. Docteur Cohen. Je reviens sur le low cost. Tire-t-il la nourriture vers le bas? Pas seulement, il nuit parfois à la production française. Je vous donne un exemple. Quand on trouve, je reviens de Bretagne où j'ai discuté avec les éleveurs de porc bretons, quand on voit que est vendu en grande surface de la rouelle de porc à 1,25 € le kilo, alors que ça coûte 1,65 € au producteur local, ben on sait très bien qu'on est en train de tuer une filière. Ça veut dire que les éleveurs de porc français, ben, ils ne pourront pas lutter et à un moment donné, ils ferment l'exploitation. Et on se retrouve avec un appauvrissement de notre production agricole nationale. C'est ce qui s'est passé en Roumanie, on le voit dans le film. Et on le voit dans le film. Véronique Bellemin, on se dit aussi que si là, on avait invité des personnes dites défavorisées à assister à notre débat, elles vous écouteraient tous les deux, elles vous diraient: vous êtes bien gentils, messieurs, mais c'est la crise, mon mari est au chômage, j'ai tant d'euros chaque jour à consacrer à la nourriture de ma famille. Et ben moi, heureusement, il y a le discount parce que ça permet de remplir mon chariot à ras-bord. Est-ce que ça, c'est un discours que nous, journalistes, vous, politiques ou experts, on ne prend pas suffisamment en compte, cette réalité-là? Alors, c'est vrai qu'il y a une réalité, il y a une différence fondamentale de rapport à l'alimentation entre les populations défavorisées, ou en tout cas une majorité des personnes des populations défavorisées, et le reste de la population. Les sociologues considèrent que c'est à peu près 30% de personnes qui sont, dans la société française actuelle, des populations défavorisées par rapport à leur rapport à l'alimentation, qui vont donc avoir des contraintes économiques fortes au moment du choix alimentaire. Et ces populations-là ont des caractéristiques fondamentalement différentes de celles du reste de la population. Et peut-être qu'il est extrêmement important de le comprendre. Alors, elle est où cette différence? Expliquez-nous cette différence. Elle est déjà que quand vous avez des angoisses économiques sur l'avenir, quand vous ne savez pas si vous allez travailler demain, si vous allez avoir un toit demain, toute la préoccupation santé, alimentation sur l'avenir, toute la prévention, toute la « je mange bien pour ma santé dans 6 mois, dans un an et encore plus dans 10 ans », ça devient complètement secondaire. Ouais. Il est connu que les populations défavorisées sont totalement hermétiques au discours de prévention. Il est important de manger pour ne pas avoir faim. Il est important de manger dans l'immédiat des choses qui vont rassasier et des choses qui font plaisir. Il est important de donner aux enfants auxquels on ne peut pas offrir de vacances, auxquels on ne peut pas offrir de vêtements de marque, accès à une consommation qui les insère dans la société de consommation comme les autres enfants, et donc accès à des produits alimentaires au quotidien qui vont leur faire plaisir et qui vont leur permettre d'avoir une identité dans la société de consommation. Et vous m'avez tout à l'heure donné un exemple qui était extrêmement parlant. Vous m'avez dit, si vous allez faire le supermarché avec une famille défavorisée dans un magasin hard discount, vous verrez que les premiers produits qu'elle met, cette maman, dans son caddie, ça va être des sodas. Des sodas parce que faut faire plaisir aux gamins. Et si le gamin, et de toute façon, ça n'a pas de sens de raisonner avec nos raisonnements, avec les raisonnements des populations qui, elles, ont une vision différente du monde. Alors, Jean-Louis Romégas, comment vous réagissez à ce discours-là? Mal. J'ai du mal. Parce que c'est un peu caricatural. C'est pas par essence que les populations sont comme ça. Les gens achètent moins cher parce qu'ils sont contraints, ils sont prisonniers d'un système de consommation. Mais il faut voir les inégalités en matière de santé. L'obésité, elle frappe beaucoup plus les classes les plus
pauvres, le cancer aussi. C'est pas contradictoire avec ce que non, vous c'est dites. pas contradictoire. Elle vous dit qu'ils ont un rapport différent mais dire à que les gens ne sont pas l'alimentation. conscients de ça, ils en sont parfaitement conscients. Ils sont très soucieux pour leurs enfants, je peux vous le dire. Et ils sont inquiets pour leurs enfants. Simplement, après, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène d'acculturation. C'est vrai que vous avez des gens, mais pas seulement chez les plus pauvres, qui surconsomment du sucre, des sodas, des matières grasses. Bon, ça, c'est aussi l'effet de la publicité d'un système économique. Et puis, il y a une perte d'éducation en matière alimentaire. Ça, on va en parler juste après. Il y a une perte d'éducation parce que la culture de l'alimentation, elle est faite par l'industrie aujourd'hui. Alors qu'on était dans la transmission, ce que vous citiez. Autrefois, on était dans la transmission, mais il n'y a plus de repères. Qu'est-ce qu'on transmet aujourd'hui? On achète ce qu'on trouve sur les étals. Et face à ça, il y a ceux qui ont l'éducation et les moyens pour réagir et qui cherchent d'autres types de consommation, mais les gens ont le souci de leur santé, ça je vous assure. Et quand ils peuvent, ils adorent bien manger. Moi j'ai vu des quartiers populaires où des marchands de fruits et légumes disaient mais on fait de beaux chiffres ici parce que les gens ont peu d'argent, mais ils mettent dans l'alimentation quand ils peuvent, ils aiment manger correctement. Donc, Docteur Cohen. Il faut quand même relativiser très légèrement le discours parce qu'on est dans un discours d'égalitarisme social, dans un monde quand même qui est riche, même s'il y a des gens qui sont beaucoup moins riches. Parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'évaluer l'impactage des changements de nourriture dans ces populations. C'est-à-dire que nous, on sait, par exemple, qu'il est meilleur de prendre du sirop de glucose que du sirop de glucose-fructose, mais on n'est pas capable aujourd'hui d'avoir une étude qui, à 20-25 ans, nous dise c'est parce que ces gens auraient mangé comme ça qu'ils auraient tel type de maladie. Ça concerne globalement l'environnement, pas seulement le low cost. On sait aujourd'hui que 25 à 30% des cancers sont d'origine environnementale, mais on ne sait pas à quoi l'affecter. Est-ce que c'est la pollution aérienne? Est-ce que c'est la consommation alimentaire? On ne sait pas trop bien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est dans une société très évoluée, où on réfléchit. Et finalement, la qualité alimentaire française, malgré les déficits qu'on observe là, ici... Oui, il y a pire ailleurs. J'aimerais quand même savoir, docteur Cohen, comment vous réagissez à ce que vient d'expliquer Véronique Bellemin? Comment on lutte contre ce que vous venez d'expliquer? À savoir que quand on est défavorisé, on a d'abord envie de faire plaisir à ses enfants et donc de mettre de la nourriture très sucrée ou qui va calmer la faim, tout simplement, qui ne va jamais prendre en compte le critère qualitatif et tout ce qu'on se dit depuis le début sur le lien entre santé et que je plaide pour qu'on utilise des systèmes sur le modèle nordique, ça veut dire où dès la petite enfance, on installe des cours d'éducation ménagère. Ça, c'est pas rétro, c'est au contraire très progressiste, avec des pupitres de cuisine où on mélange les petites filles avec les petits garçons et où on leur apprend progressivement les aliments. Parce qu'aujourd'hui, les populations adultes, je dirais qu'elles ont été sacrifiées. Ceux qui sont obèses aujourd'hui, on a énormément de mal à les faire revenir à un état antérieur. Par contre, chez des petits-enfants, leur raconter l'histoire de la tomate, comme je le fais de temps en temps dans des écoles, leur expliquer comment ça pousse une tomate, une carotte, etc. Ça rend les choses ludiques. Donc c'est vraiment de la prévention en amont. Et la deuxième chose, c'est les outils économiques. Ça veut dire que la TVA alimentaire, elle est injuste parce qu'elle s'applique à toute la population. Et on sait très bien que comme c'est un besoin essentiel, comme la sécurité sociale, les soins, la maladie, etc., il devrait y avoir un rétablissement de l'égalité au travers de la délivrance de la nourriture. Alors les solutions, justement, on va maintenant y venir. On est à mi-débat à peu près. Quelles solutions pour essayer de diminuer, voire d'effacer cette fracture alimentaire? On se dit quand même que les députés ne sont pas totalement sur le coup, ne serait-ce qu'en regardant qu'en 2008, il y a eu cette fameuse loi de modernisation de l'économie qui a précisément facilité en France l'implantation d'enseignes de hard discount. C'est-à-dire que les députés, pour l'instant, ils sont très éloignés de ce qu'on est en train de se dire sur ce plateau. Les députés ont surtout été très suivistes vis-à-vis du gouvernement de l'époque. Ils le sont encore aujourd'hui avec le gouvernement, parce qu'on pourrait citer aussi la loi Macron, qui va aussi vers une libéralisation des grandes surfaces, et c'est le contraire qu'il faut faire. Aujourd'hui, les politiques devraient encourager des réseaux traçables, des réseaux courts, de la production locale, de la production de qualité. On peut la favoriser et on peut avoir des prix pas plus cher si on la favorise. On peut la favoriser en limitant les grandes surfaces. On peut la favoriser grâce à une fiscalité intelligente, écologique, où on taxerait moins les produits les plus vertueux, les plus traçables, le bio. Là, vous êtes dans le il faut. Est-ce qu'on va un peu vers ça? Qu'est-ce qui a été fait dans votre majorité ces derniers mois qui va dans cette direction? Alors, il y a des tendances contradictoires. Il y a d'un côté la loi de santé où nous intégrons des préoccupations de santé environnementale, et de l'autre côté, il y a Bercy et M. Macron qui veut de la croissance vite. C'est toujours la même chose. On veut de la croissance vite, de l'emploi vite, et on sacrifie la qualité, et on sacrifie la construction d'un autre modèle économique qui est possible,
basé sur la qualité, qui, à mon avis, sur le long terme, serait beaucoup plus rentable, parce que c'est sur la qualité que l'agriculture française et l'alimentation française peut conquérir le monde. C'est pas sur le low cost, quand vous avez des salaires roumains, des salaires marocains ou des salaires chinois. Alors, puisqu'on en est à passer en revue les solutions, j'ai cité la loi LME, effectivement, qui est un contre-exemple. Il y a quand même évidemment des choses qui ont été mises en place, notamment par le ministère de l'Agriculture, Véronique Bellemin. Il y a le fameux PNS, le programme Nutrition Santé, qui parle d'éducation alimentaire, qui explique à quel point c'est fondamental. Sauf que pour préparer cette émission, vous m'avez aussi expliqué que tout ce qui est injonctif, tout ce qui relève de l'injonction dans ces milieux défavorisés, alors ça va de la fiche manger 5 fruits et légumes par jour à d'autres choses, c'est insupportable, ça ne passe pas. En fait, je pense que pour les populations défavorisées, comme pour le reste de la population, l'injonction est assez contre-productive. Ce qui se passe pour les populations défavorisées de particulier, c'est qu'elles peuvent percevoir certains messages comme manger 5 fruits et légumes par jour comme totalement inaccessibles pour elles. Parce que quand on a l'impression qu'on ne mange pas de fruits et légumes ou très peu, passer de 0 à 5, c'est impossible. Et donc, la confiance en soi pour être « je suis capable de faire », qui était un élément déterminant, est totalement absente. Ce qui est très important, et je rejoins le Dr Cohen, c'est de travailler avec les populations en éducation alimentaire, en accompagnement, de partir des pratiques des gens, de partir du fait que dans le couscous, il y a des carottes. On ne sait pas, est-ce que les carottes, c'est un légume? Ah, les carottes sont un légume. Oui, parlons-en. Vous utilisez déjà des légumes. Partons de ce que les gens font au quotidien. Et je suis tout à fait d'accord dans les solutions sur le fait que l'éducation à l'alimentation en présence de l'aliment, en apprenant à utiliser l'aliment, est déterminante. Donc il y a le rôle de les cours, l'éducation à l'école, et le rôle déterminant que peut jouer la restauration scolaire, il faut qu'on en parle dans ce débat. La cantine, parce que la cantine a un double bénéfice. D'abord, elle nourrit l'enfant. N'oublions pas que pour certains enfants, c'est le seul repas chaud et équilibré de la journée. Donc elle va nourrir l'enfant, même si c'est uniquement 5 repas par semaine, c'est déjà beaucoup. Non, mais surtout, elle va donner un modèle. Nous considérons que la cantine doit donner un modèle du bien manger. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'aujourd'hui, les cantines scolaires montrent ce qu'est le bien manger, Dr Cohen? Il y a comme beaucoup d'études qui montrent l'alimentation de l'économie. La preuve étant que le repas de cantine moyen, il vaut entre 1,20 € et 1,50 €, ce qui est un casse-tête pour l'intendant. Et en général, quand il se rend compte que les enfants ne mangent pas, par exemple, les légumes ou tel plat, il va tenter de finalement finir par un steak haché avec des frites, parce qu'il a la garantie que ça sera mangé. Pour le message dont vous parliez tout à l'heure, les 5 fruits et légumes, c'est une horreur. Parce que quand vous regardez le plan Nutrition Nationale Santé, en fait, c'était une des indications du programme. Il n'y avait pas 5 fruits et légumes, il y avait 400 grammes de fruits et légumes par jour, ce qui représente grosso modo une pomme et 200 grammes de carottes. Bon, c'est quand même pas très dur à obtenir dans la journée. On disait aussi qu'il fallait manger 3 produits ou 4 produits laitiers par jour, qu'il fallait manger 1 à 2 poissons gras. Et on s'est fixé sur cette règle qui est devenue ce que vous dites. Ça veut dire une espèce de slogan insupportable tellement il a été répété, qui n'était pas exact. Parce qu'on n'avait pas besoin de les varier. Le PNLS disait 3 à 5, donc 3, voilà. Vous avez proposé, vous avez travaillé avec les autorités publiques sur plein de programmes, notamment l'étiquetage des produits, et vous êtes assez vite arrivé à un constat d'échec. Je suis arrivé au constat d'échec que j'ai vécu aux États-Unis. C'est-à-dire quand Walmart m'a convoqué en me disant votre système est super intelligent. Alors vous nous rappelez brièvement ce que c'était votre système? C'est la première société. Votre système c'est un curseur nutritionnel, mais qui fonctionnait catégorie de produits par catégorie de produits. Donnez un exemple pour que ça parle à tous les gens Par qui nous regardent. exemple, quand vous avez une barre de céréales ou une barre chocolatée, vous aviez un système de cotation sur un curseur avec des couleurs pastel pour dire si elle était gourmande, diététique ou dans la normale des produits par rapport à la moyenne des produits qu'on avait en supermarché. Ça pouvait ne pas braquer les industriels. Certains d'entre eux l'ont adopté, le groupe Casino, Danone, etc. Et on s'est heurté à l'ANIA, qui a eu une réaction de beaucoup d'entreprises. Rappelez là encore ce qu'est l'ANIA. L'Association nationale de l'industrie agroalimentaire. Et cette agence a dit, oh là là, ça risque de menacer pour un soupçon même les ventes, donc ne faisons rien. À la suite de ce débat, Walmart a eu la meilleure réponse que j'ai pu entendre, même si elle n'a pas plu. C'est le premier groupe de distribution mondial. Ils m'ont dit le système est super intelligent. On a été à Bentonville pour le présenter. Mais vous comprenez, notre problème, nous, on est distributeur alimentaire. Vous êtes docteur. Si vous avez un problème avec l'obésité ou la malbouffe, réglez-le. Vous êtes médecin. Nous, notre problème, c'est juste distribuer les aliments. Et on a exactement la même attitude ici en France. C'est-à-dire que madame essaye de lutter pour obtenir quelque chose qui va dans la santé, dans le sens du consommateur. Et l'industriel dit, bah oui, mais moi, vous allez m'empêcher de vendre du
produits, donc j'aurai moins d'emplois. Donc attention, on va. Donc c'est insoluble comme problème. C'est insoluble, sauf à avoir des politiques qui vont se sentir réellement investis, responsables de la santé de leurs concitoyens. Ça a été le grand coup de gueule de Perico Légas, que tout le monde connaît ici, au moment de l'affaire Nutella de Ségolène Royal, qui a dit « Je suis convaincu que d'ici 10, 20, 30, le sujet de l'alimentation et de la santé, ça sera au cœur, par exemple, d'une élection présidentielle, parce qu'on se sera aperçu que les cancers ont explosé, les maladies cardiovasculaires. » Est-ce que vous avez un tout petit peu cette certitude ou au contraire? Totalement. Je ne fais que ça en politique. C'est mon sujet principal, la santé et l'environnement. Mais il faut lier tout, évidemment. Il y a l'éducation, évidemment. Les cantines bio, il y a des cantines bio à 100% dans certaines communes qui ne sont pas plus chères que l'alimentation traditionnelle. Donc c'est possible. Mais il y a aussi le système économique. Évidemment, l'éducation du consommateur. Mais s'il y a un système économique qui favorise le discount, le low cost, c'est-à-dire la malbouffe, la merde, comme dirait Jean-Pierre Coff, évidemment que vous allez ramer pour résister contre ça. Donc il faut aussi des politiques économiques de transition vers la qualité alimentaire. Moi, j'y crois sur le plan économique. Ça fait plus d'emplois en France, pour l'agriculture française. Mais ça, c'est une idée qui progresse en France. Mais ça progresse. Le bio, j'ai discuté avec les représentants des supermarchés Carrefour. Le bio est le secteur qui ne cesse d'augmenter dans la distribution. Bien sûr. Donc, malgré les difficultés, parce qu'il n'y a rien qui favorise le bio aujourd'hui sur le plan fiscal, sur le système économique. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie prise de conscience bien sûr, il y a de une la demande des populations, mais les populations sont prisonnières d'un système économique. Donc il faut aller vers cette transition pour arriver à ça. Et vous avez raison, la question de la santé, parce qu'il faut mettre ça en parallèle. C'est ça qui motive le plus les consommateurs aujourd'hui à aller vers le bio, vous pensez? Je crois. Moi, quand je discute avec les gens, c'est la peur du cancer, c'est la peur des maladies cardiovasculaires. Mais ça, tout le monde est touché. C'est un Français sur deux sera victime d'une maladie chronique de type maladie cardiovasculaire, obésité, diabète ou cancer. Tout le monde le sait et tout le monde voit bien que ça progresse et que c'est dû à notre mode de vie, et notamment notre mode de consommation. Donc, je crois que c'est cette entrée par la santé. Si on veut améliorer la santé des gens, il faut changer le mode de consommation. Et je crois que ça, c'est un vrai chantier, c'est un projet de société. Moi, je crois vraiment que vous avez raison, ce sera le cœur de la politique. Vous êtes plein d'optimisme. Je citais Perico Légas, j'aimerais qu'il ait raison. Vous êtes plein d'optimisme. Est-ce que quand même, vous aussi, Véronique Bellemin, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur ce hiatus, ce fossé qui existe entre les défavorisés et les bobos, en clair, dans le rapport à l'alimentation, est-ce que ça vous rend confiante quand même, effectivement, de voir qu'aujourd'hui, chez Carrefour ou dans des enseignes comme ça de grande surface où on peut aller sans se ruiner, effectivement, les vitrines de bio, elles progressent, elles augmentent, qu'aujourd'hui, les classes moyennes, elles s'y mettent aussi à cette préoccupation-là. C'est quelque chose qui vous réconforte, même si je fais sourire le docteur Cohen. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous ai pas Moi, je n'entre pas dans l'amalgame alimentation, santé et bio. Exact. Voilà, c'est-à-dire que ce serait un sujet extrêmement complexe sur lequel on pourrait parler 2 heures, mais on peut déjà avoir une alimentation santé, une alimentation extrêmement équilibrée et avec de l'alimentation conventionnelle. Et il y a une complémentarité de fait entre différents systèmes de production. Voilà, il ne faut pas, il n'y a pas, il y a pas des gentils et des méchants dans le système. Il y a une complémentarité, une continuité. En tout cas, il y a de bons et de mauvais systèmes. Il y a des bons et des mauvais. Nous n'entrons pas dans cet amalgame bio-santé, parce que c'est encore toujours pareil. Soit c'est bio, soit c'est rien. Et vous dites encore aux gens, soit vous mangez bio, soit vous ne pouvez rien faire. C'est pas vrai. Vous pouvez manger de façon... Vous pouvez bien manger avec des aliments abordables, dans des systèmes conventionnels. En plus, on fait un amalgame entre le local et le bio, et c'est totalement différent. Oui, on a du bio qui vient de l'autre bout du monde. Voilà, on a du bio qui vient et on a du local qui va être de la production conventionnelle intensive. On n'a pas défini la bonne alimentation. Donc voilà, la bonne alimentation. Mais la bonne alimentation, elle passe avant tout par de l'équilibre, de la variété, du plaisir et du fait d'accorder de la valeur à soi-même quand on se nourrit et à l'alimentation qu'on va ingérer. Eh bien, c'est bien de terminer sur cette définition. Parce que la valeur de l'alimentation est extrêmement importante. Et au Sénat, le discours low cost est destructeur de valeurs. On l'aura compris. De valeurs alimentaires. Mais de valeurs pas qu'économiques, de valeurs symboliques, de valeurs culturelles et donc de valeurs accordées
à l'individu en train de manger. C'est parfaitement clair. On va demander aux deux autres invités de conclure aussi sur leur définition de ce qu'est la bonne alimentation aujourd'hui. Docteur Cohen, puis vous finirez, Jean-Luc Promogas. Il n'y a pas de lien avéré d'abord entre le bio et la protection contre le cancer aujourd'hui. Peut-être qu'on le découvrira, mais il n'y en a pas. Même sur la question des pesticides. Non, et quand vous parlez des grandes surfaces qui ont tendance à développer le bio, elles développent le bio comme le sans gluten parce qu'il y a plus de valeur ajoutée. Ça gagne plus de vendre du bio ou du sans gluten que de vendre du conventionnel. Donc c'est pas parce qu'il y a davantage de consommateurs pour le bio. Si, bien sûr, il y a une demande, mais eux vont la stimuler parce qu'on sait très bien qu'il y a un marketing alimentaire. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. On ne mange pas forcément comme on a envie de manger, mais on mange également beaucoup comme on entend qu'on nous dit de devoir manger. Jean-Luc Promogas. D'abord, moi, j'ai construit ma vision de la bonne alimentation et c'est vrai que c'est un processus. Pour moi, la bonne alimentation, c'est d'abord manger frais et pas manger les produits de l'industrie qui ont des additifs, des conservateurs. Donc on mange frais et on transforme soi-même. Deuxièmement, c'est manger de saison parce que les produits de saison sont meilleurs, correspondent mieux aux besoins de la santé. Et ça, c'est fondamental. On ne sait plus le faire. Et on veut des produits conservés. Troisièmement, effectivement, on peut essayer de manger, si possible, bio, mais ce n'est pas la seule qualité. C'est une qualité pour l'environnement, c'est une qualité pour la santé parce qu'il y a moins de pesticides. Et j'ai fait un rapport sur les perturbateurs endocriniens. De plus en plus, on découvre que c'est une des causes majeures du cancer et d'autres désordres de la santé. Et puis, il faut manger traçable. Donc, si possible, les circuits courts, ça ne veut pas dire que local. Ça veut dire des circuits courts, il y a moins d'intermédiaires. On sait ce qu'on mange. Voilà. Et puis, il y a la dimension culturelle. Manger, ça a toujours été une culture. C'est un des fondements de toute culture, de toute civilisation. Il faut retrouver cela et ne pas être victime de l'industrie qui tue notre culture à tous les niveaux, au niveau alimentaire comme pour le reste. Le plaisir est dans l'assiette, la liberté et la santé aussi. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien évidemment, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour un nouveau film qui, je l'espère, fera un aussi beau débat. Ciao.